Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler des raisons qui nous ont fait perdre Jérusalem d'entre nos mains, après qu'elle ait été reconquise par Salah ad-Din, qui l'a repris des mains des croisés, qui l'ont eux-mêmes pris des mains des musulmans après qu'elle ait été la première fois conquise par le calife Omar ibn al-Khattab. Les raisons que nous allons citer sont d'ordre purement politique, ce qui signifie que nous allons voir ensemble un historique d'événements politiques qui ont favorisé la perte de Jérusalem aux mains des sionistes et l'émergence de l'État d'Israël. Ainsi, commençons par la première date de notre histogramme, 1500. Tout d'abord, nous devons nous situer au bon espace-temps. En cette année, 3 empires existaient et tous étaient contre l'idée d'un État juif. Ces 3 empires sont l'Empire ottoman. Cet empire refusait qu'un État s'installe sur ses propres terres. Il détenait les territoires entre Nil et l'Euphrate et refusait la création d'un État sur ses propres terres. Deuxième empire, l'Empire romain sacré, de religion catholique et regroupant l'Europe occidentale. Dans l'idéologie catholique, le juif représente le tueur de Jésus. Tout en tenant compte de la croyance au péché originel et le péché héréditaire, chaque juif donc portait le fardeau de ceux qui ont trahi le Christ pour le tuer. Bien que Jésus alayhi salam n'a pas été tué, mais élevé. Troisième empire, l'empire russe, de religion chrétienne orthodoxe. Le juif n'était toujours pas le bienvenu dans cet empire. Bien que l'empire musulman refuserait la création d'un État sur ses propres territoires, ce qui est logique, il faut souligner que l'islam est la seule religion qui a permis aux fidèles des autres religions une autonomie totale dans leurs affaires juridiques, qu'elles soient pénales, civiles ou autres, et dans leurs affaires quotidiennes tant qu'ils payent l'impôt de capitulation, la jizya. L'empire musulman était donc le seul refuge des juifs contre la persécution chrétienne. 1517, Allemagne. C'est en 1517 que Martin Luther publiait ses thèses réformistes de la religion chrétienne catholique, ce qui bouleversa le monde chrétien à jamais. Martin Luther permet pour la première fois aux fidèles chrétiens de revenir à leur religion par eux-mêmes et sans le biais d'une personne tierce, comme le fait l'Église catholique ou l'Église orthodoxe. La Bible fut traduite et distribuée au grand public. Ceci est contraire bien évidemment à la croyance islamique et à la pratique islamique et aux enseignements islamiques, car l'islam encourage au savoir de chaque individu et l'islam n'a pas de clergé. La religion chrétienne, pour elle, les fidèles ne devaient pas accéder au savoir, ni même lire la Bible. Donc, nous avons un nouveau courant du christianisme qui apparaît. Juste une petite parenthèse, on rappelle que, malgré que ce soit un courant réformateur, il reste toujours sous le prisme de Saint Paul. Ce courant s'agrandit et devient majoritaire en Grande-Bretagne, qui sera le premier pays protestant, et plus tard aux États-Unis. Le protestantisme, basé sur l'idéologie que Jésus est né juif, la création d'un État juif est obligatoire afin que le Messie refasse apparition, contrairement aux catholiques qui croient que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Avance rapide à l'an 1758. En cette période, la Russie attaque l'Empire ottoman par le nord-est et en même temps contourne toute l'Europe pour attaquer Istanbul. Capture le port de Beyrouth et le port d'Alexandrie qui étaient sous le gouvernorat ottoman d'Égypte et qui était sous la gouvernance de Ali Bek al-Kabir, un chrétien orthodoxe converti à l'islam. Ce dernier a contribué à attaquer l'Empire ottoman en même temps que l'Empire russe, bien que l'Égypte faisait partie de l'Empire ottoman. 1774, on commence à observer un changement visible. La Crimée tombe sous l'emprise russe, cette terre qui était longtemps le territoire des musulmans tatars, les descendants même des Tatars qui s'étaient convertis à l'islam, ces mêmes Tatars qui faisaient partie des armées mongoles. La Crimée est située comme on le voit sur la carte. La Russie a maintenant l'accès à la mer Noire, alors qu'avant, les Ottomans régnaient en maître sur la mer Noire. Entrer ou en sortir devait avoir en préalable un accord du sultan. C'est fini. La Russie a sa part maintenant de la mer Noire et n'a plus d'impôts à payer à l'Empire ottoman. La souveraineté de l'Empire ottoman commence à se décomposer. 1791, le début de la chute de la Oumma. Après que l'Empire ottoman a enchaîné défaite sur défaite, tel un homme qui se remet en question et qui remet en question ses actions et qui en sort avec des conclusions, parfois bonnes et parfois mauvaises, le sultan ottoman à cette époque
Selim III, qui était la tête et l'ordre de l'Empire avec toute son entité, se questionnait sur la raison des échecs militaires de l'Empire. Il observait ses ennemis et y voyait une différence notable. Son époque est l'époque de la Renaissance européenne, qui n'est d'autre que le détachement des traditions, de la religion et l'attachement aux principes moraux, à la science et à la civilisation. Résultat de méditation, pour vaincre les Européens, il faut devenir comme les Européens. Ceci est une faute, car dans l'idéologie islamique, nous disons que la victoire ne vient que si l'on revient à l'islam, et la cause des échecs est dans les péchés commis par soit la Ummah, soit les dirigeants, soit les deux, soit la baisse de la pratique islamique, soit du manque de Amr bil Ma'rouf wa Nahy anil Munkar, soit de la hausse du Munkar. Et toutes ces choses ont déjà été observées en Andalousie. Nous connaissons bien la fin de l'histoire. On pourra parler de l'Andalousie dans un autre épisode. Si vous le souhaitez, ne manquez pas de l'écrire en commentaire. Résultat des méditations de Selim III, il faut devenir comme les Européens. Maintenant, le turban islamique est interdit et on impose le tarbouch ottoman. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'infanterie ottomane de base était composée des janissaires, des soldats redoutables qui étaient à la base envoyés par leur famille dès leur plus jeune âge pour s'entraîner et combattre pour l'Empire. Ces jeunes garçons sont tous issus de villages et familles chrétiennes qui sont dans les territoires européens chrétiens conquis par les Ottomans. Ces janissaires n'avaient qu'un seul but dans la vie, combattre, et ils le faisaient plutôt bien. L'Empire va bientôt mettre un terme à cette stratégie qui a toujours été gagnante et se dirige vers une occidentalisation de l'armée. Selim III est en train de tout changer dans cet empire islamique. Nous savons que depuis le califat omeyyade jusqu'au califat ottoman, qui est le dernier califat actuellement, un sultan, un calife ou un émir, peu importe, pouvait avoir un train de vie complètement haram. Ces gouverneurs pouvaient commettre les péchés les plus graves. Mais ces péchés restaient toujours au niveau de leurs actions et au niveau de leur propre personne. Ils pouvaient boire de l'alcool le soir et se réveiller le lendemain, conquérir des terres et y lever le drapeau du tawhid. Le haram commis n'était qu'à titre personnel et ne constituait jamais l'idéologie du pays. Jusqu'à Selim III, l'Europe se détachait du christianisme, l'Empire ottoman en faisait de même avec l'islam. L'Empire ottoman commence donc à s'éloigner d'un califat digne de ce nom. 1798, la Révolution française, la chute du catholicisme en France et la chute de la religion. L'image même de la Révolution est éternisée avec une femme dénudée, symbole du détachement de la religion, détachement de ses principes et morales. Nouvelle religion d'État, la laïcité. Cette laïcité profitera aux Juifs du fait qu'ils seront intégrés dans la politique européenne, alors qu'avant, ils n'en avaient pas le droit. Ils n'en faisaient pas partie du tout auparavant. Qui est le nouvel allié donc à la future Israël? La France laïque, qui était avant cela catholique et qui était opposée à toute création d'un État juif. Alors, combien comptons-nous d'alliés pour la future Israël? 3. Les États-Unis, qui sont des protestants, la Grande-Bretagne, qui sont aussi des protestants, et la France, qui est laïque. 3 alliés contre 3 ennemis à la future Israël. Premier ennemi, l'Empire romain sacré, qui est l'empire précédant l'Allemagne actuelle. Deuxième empire, l'Empire russe. Et le troisième est l'Empire ottoman. 1806, guerre napoléonienne. Ce jeune homme ambitieux, Napoléon, qui mena des expéditions éclairs contre les pays européens et parvint à vaincre tous ces pays. Napoléon réalisa donc une fracture dans le Saint-Empire romain et causa sa dissolution. 1830, début des révolutions dans les pays de l'Empire ottoman. Nous avons la perte de l'Égypte sous Mohammed Ali. Cet homme né en Grèce ottomane qui parta en Égypte pour s'y rebeller contre l'Empire ottoman et y fonder son propre royaume. Sous le royaume de Mohammed Ali, l'exode des Juifs arméniens et grecs en Égypte commença. Ces Juifs vont vite devenir l'élite politique du royaume. Et à la même période, la France colonise l'Algérie. L'Empire ottoman était donc en train de s'effriter. Ayant perdu l'Égypte, le pays le plus proche de la Palestine, l'heure de l'émergence d'Israël est imminente. 1888, règne du sultan Abdelhamid. La Russie s'approche d'Istanbul et reprend plusieurs zones. L'Empire ottoman va offrir la Chypre à la Grande-Bretagne pour qu'il les aide contre la Russie. Le sultan Abdelhamid avait une particularité.
cette particularité était aussi une faute à la fois. Le sultan Abdulhamid ne voulait jamais entrer en guerre. Il est resté au pouvoir pendant 33 ans sans vouloir aller une seule fois en guerre, alors que les Anglais, en même temps, colonisaient l'Égypte. Le début des colonies juives a commencé en Palestine. 1912, enchaînement des crises. L'Empire ottoman perd les pays Balkans. L'Italie colonise la Libye, la France colonise la Tunisie, le Maroc et l'Algérie qui était déjà sous son emprise. L'Espagne colonise le nord et le sud du Maroc, bien qu'il ne soit pas sous l'Empire ottoman. La Grande-Bretagne, maintenant, possède la Chypre, qui est en pleine Méditerranée. Ceci lui donne un avantage stratégique sans précédent. Ils prennent donc le contrôle du Koweït, des Émirats, du Qatar, d'Oman et le Yémen. Et nous avons en même temps les Al Saoud qui se rebellent dans le Nejd avec l'aide des Britanniques et sortent de la tutelle ottomane. 1915, Première Guerre mondiale. Actuellement, les seuls empires contre la création d'un État juif qui sont encore existants sont la Russie et l'Empire ottoman. Les Anglais partent de l'Égypte qu'ils colonisent pour prendre le contrôle de la Palestine. Ils n'y arrivent que lors de leur 3e tentative. À ce moment-là, les heures de l'Empire ottoman étaient déjà comptées. Le renseignement secret était très faible et le leadership se caractérisait par une mauvaise gestion et aucun sens de priorisation. Les Al Saoud tentent la capture de l'Irak mais se font chasser par Ar-Rashid dans la bataille de Jarrab. Hussein ibn Ali, gouverneur du Hijaz, qui est aussi l'arrière-grand-père du roi jordanien actuel, se rebelle contre l'Empire ottoman à son tour. On a bien sûr toujours des tentatives de garder l'unité de l'Empire de la part de certaines tribus musulmanes, comme les Montafiq qui attaquent les Anglais par l'Arabie, ou les Snoussi en Libye qui attaquent les Anglais en Égypte. 1917, déclaration de Balfour. L'Empire ottoman n'a toujours pas dit son dernier mot. La victoire de l'Occident n'est encore que militaire, pas encore politique. La guerre n'a pas seulement pour but de gagner militairement, mais de désarmer complètement son ennemi. Si l'Empire ottoman, l'ennemi juré de l'Occident, existe encore, c'est que la victoire n'est pas encore atteinte. Après Balfour, l'Occident encercla et coupa tout ravitaillement en nourriture à l'Empire ottoman. Chez les Ottomans, rien ne va plus. Rien ne s'est amélioré et il n'y avait plus de leader voulant s'améliorer. La faim était déjà présente. Si ce n'est pas encore arrivé, elle est déjà dans les esprits. Le pays connaît toujours une mauvaise gestion. Les troupes ottomanes comptaient parmi elles des brigades arméniennes chrétiennes qui vont les trahir par la suite et combattre contre l'Empire ottoman. Le seul fautif dans cette histoire est la mauvaise gestion ottomane. Faire confiance à son ennemi alors qu'on est en état de faiblesse, c'est juste lui donner l'arme contre nous. On a aussi à la même année la chute de l'Empire russe qui donnera naissance à l'URSS. Pays athée laïque fondé par Lénine, juif, et basé sur une doctrine communiste rédigée par Karl Marx, qui était aussi juif. L'élite communiste était en grande partie juive. L'Empire russe, qui faisait blocage à la future Israël, n'est plus. 1924, chute de l'Empire ottoman et création de la Turquie. À l'image de la chute de l'Empire abbasside aux mains des Tatars, l'Empire ottoman perd contre les Britanniques. La Oumma islamique n'avait jamais connu un temps sans califat. Un jour nouveau, sombre, mais heureux pour ceux qui ont comploté pendant des siècles contre l'Empire de l'Islam. La même année, les Britanniques colonisent tout le Moyen-Orient, hormis quelques territoires partagés avec la France comme la Syrie et le Liban. Les Britanniques imposent une condition pour changer le nom du pays ottoman en Turquie. Non seulement il fallait démanteler l'Empire, mais il fallait aussi le supprimer définitivement. Et quelle meilleure technique de dissociation d'un pays avec son histoire que de changer son nom. Par exemple, on peut dire que la France fait partie de l'Europe, mais on ne pourra jamais dire que la France a fait partie de l'Allemagne, alors que l'Allemagne et la France étaient sous le même empire par le passé. Donc, il en est de même pour les pays musulmans. On ne pourra jamais dire que l'Algérie ou, par exemple, l'Égypte faisaient partie de la Turquie. Ce sont deux entités aujourd'hui différentes. 1948, juste avant la guerre. Il faut comprendre que la création d'un État nécessite une idéologie, un territoire et un peuple. Et en l'occurrence, pour Israël, l'idéologie est le sionisme. Le territoire est celui de la Palestine et le peuple, c'est tous les Juifs d'Europe. Le monde musulman en cette période est partagé entre la France et la Grande-Bretagne. L'Égypte
était sous le règne du roi Farouk, un homme qui n'était pas du tout à l'image de son peuple ni à l'image des musulmans. Deux hommes d'action en Égypte sont maintenant sous les projecteurs. Hassan al-Banna, fondateur des frères musulmans, et le général Ahmed Abdelaziz. Ce général était le leader de l'opposition militaire contre les Britanniques en Palestine. Et Hassan al-Banna le soutenait en lui fournissant des hommes pour son armée. Ce général a été assassiné par un soldat de son propre pays, dont le nom est confidentiel jusqu'à aujourd'hui. Suite à cela, l'Égypte proposa aux Palestiniens de mener la guerre en leur nom à une seule condition, et qu'ils rendent les armes. En gros, vous n'en avez pas besoin, on fait la guerre pour vous. N'oublions pas la règle dite juste avant. Le but de la guerre n'est pas de simplement battre son adversaire, mais de le désarmer complètement. Le général Ahmed Abdelaziz a été tué, Hassan al-Banna emprisonné et condamné à mort. L'armée égyptienne sort de la Palestine, laissant la voie libre aux Britanniques. Une technique très intelligente a été mise en place par les Britanniques afin de garantir l'émergence facile d'Israël, était de profiter de la colère des musulmans en Égypte qui voulaient tous combattre ce pays ennemi qui vient de naître sur la terre de leurs frères les Palestiniens. Les musulmans qui s'opposaient à ce projet israélien n'ont connu aucune résistance ni répression de la part du pouvoir. Bizarrement, on leur a même pavé le chemin pour aller combattre en Palestine. Quelle est cette technique alors ? On peut se demander comment un pays peut-il laisser des jeunes en force et en colère aller porter des armes contre eux ? N'était-ce pas une menace bien sérieuse ? Eh bien non. Le résultat de cette guerre qui sera menée entre l'Égypte et Israël était déjà connu des Britanniques. La technique consistait simplement à guider toute force active musulmane vers la perdition. Et ainsi, ils auront éliminé en masse tout courageux et tout opposant sérieusement menaçant. Et là aussi résidait l'erreur de Hassan al-Banna, qui a poussé à la guerre en Palestine alors que le Caire était colonisé. Avant de balayer chez les autres, il faut balayer devant chez soi. 1948. Après la guerre, Gaza reste sous l'Égypte et la rive est sous la Jordanie. 1952. Révolution militaire et destitution du roi Farouk. Cette révolution a été menée par les personnalités suivantes. Mohamed Najib, un espion des Britanniques, Jamal Abdel Nasser, un jeune né dans le quartier juif du Caire, Anwar Sadat, espion des Britanniques, Zakaria Mouhiddin, travaillant pour les renseignements américains, mort sans laisser de mémoire, et tout le monde connaît Jamal Abdel Nasser, figure emblématique de la révolution contre le roi, ayant œuvré dans le plus grand silence pour Israël. Jamal Abdel Nasser impose l'idéologie du nationalisme arabe, Al-Qawmiyya al-Arabiyya, condamnant à mort celui qui la refuse. L'ironie est que sa propre épouse était iranienne. 1966. Que se passe-t-il en Syrie ? En Syrie, un certain Hafez al-Assad, un homme au service de la France, prend le pouvoir. Issu du parti baptiste que l'on connaît tous, parti créé par Michel Aflaq, un Syrien chrétien diplômé de la Sorbonne française. La Syrie était un pays musulman sunnite qui n'accepterait aucune autre croyance. Hafez al-Assad n'a pu arriver au pouvoir que grâce à cette idéologie du nationalisme arabe. Nationalisme arabe, idéologie laïque, qui fait abstraction de la religion. Et on rappelle que Hafez al-Assad est issu de la minorité alawite. Hafez al-Assad réalise un putsch militaire en 1966 et commence la purge des sunnites dans l'élite militaire et met à leur place des alawites. 1967. Deuxième guerre arabo-israélienne. La Jordanie, la Syrie et l'Égypte offraient sur un plateau d'or la rive est, Jérusalem, le plateau du Golan, Gaza et Sinaï à Israël. Si vous voulez savoir pourquoi on a utilisé le terme « offrir », on pourra en parler dans un épisode à part. N'hésitez pas à le demander en commentaire. Une petite explication rapide est qu'Israël n'avait pas de réelle victoire militaire, mais plutôt des mises en scène dans lesquelles on désertait et on offrait la victoire. 1967 à aujourd'hui. Si Israël est une création britannique, elle n'est d'autre que la grande sœur des pays arabes. Si les Britanniques ont créé Israël, ils ont aussi créé les pays arabes et à la même période. Ainsi, nous clôturons notre épisode sur l'histoire de la perte de Jérusalem, sur les petits et les grands événements qui y ont contribué. Une question finale que tout le monde se posera. Que les pays arabes sont-ils indépendants ? Si nous prenons exemple sur les grands pays, on va énumérer 7 points qui contribuent à l'indépendance d'un pays. Si un pays manque un point, il sera moins indépendant. Si un pays n'a aucun point, c'est qu'il n'est pas du tout indépendant. Premier point, guerre d'indépendance.
avoir mené une guerre d'indépendance par des armes et ayant forcé l'ennemi loin du territoire. Deuxièmement, aucune présence militaire étrangère sur le sol. Ce point convient seulement aux États-Unis, à la Russie et à la Chine. Les seuls pays qui n'ont aucune présence militaire étrangère sur leur sol. Troisièmement, fabriquer son armement, sa nourriture et ses médicaments. Aucun pays ne peut prétendre à l'indépendance s'il n'a pas ce critère. Et le pays qui vend les armes à un autre est celui qui le colonise. Quatrièmement, transaction par la monnaie locale. Les États-Unis ont joué le plus grand tour au monde pour forcer l'utilisation de leur monnaie en tant que monnaie de transaction internationale. La Russie, la Chine et la Turquie tentent une petite rébellion contre ce système en faisant des transactions entre eux par leurs monnaies respectives. Mais ceci ne les sort pas de l'emprise américaine. Aucun autre pays n'a ce critère. Cinquièmement, le gouvernement n'est pas décidé par une puissance étrangère. Sixièmement, avoir son propre média et interdire toute presse étrangère. Seulement les États-Unis et la Chine ont ce critère. Éducation nationale, propre, et l'interdiction d'une éducation étrangère. Là aussi, seulement les États-Unis et la Chine remplissent ce critère. Wassalamu alaikum. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos, à partager et à laisser un pouce bleu.